Hello ho! Et c'est parti pour un nouveau numéro de Pêle-mêle. Cette fois-ci, c'est assez chargé, je crois, mais pas tant que ça. On commence par les animes et la saison 2 de Windbreaker que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai davantage aimé que la saison 1, sachant qu'elle a un bon focus sur le personnage principal. On apprend enfin à cerner ses aspérités. Surtout, on découvre un nouveau personnage qui fait d'ores et déjà partie de mon top 3. Clairement, la force de Windbreaker en tant qu'anime de Yankee, hein, ces délinquants, ces voyous qui se font la guerre entre lycées, c'est de mettre un gros focus sur les différences, sur les faiblesses, les points forts bien sûr, mais surtout les faiblesses de tous ces jeunes hommes, de toutes ces jeunes femmes qui luttent pour s'identifier, pour s'affirmer, pour trouver leurs rêves, pour trouver leur place dans une société qui n'est pas forcément bien adaptée à leurs aspirations. Clairement, c'est vraiment bien amené, c'est très poignant, c'est très touchant, et pour un anime de Yankee, clairement, ça fait la différence. C'est un des animes dans le genre qui m'a le plus impacté. Je le recommande fortement, je dirais même que c'est peut-être ma recommandation des animes printaniers, hein, au niveau de la fournée printanière. En termes de réalisation, c'est très bien animé, sur les scènes focus notamment. Une belle bande originale également, comme la saison 1. Un bon casting, encore une fois très varié, très divers, et qui sait articuler son écriture là où il faut pour éveiller en nous toutes sortes de sentiments, faire en sorte que l'on se reconnaisse dans tel ou tel protagoniste. Je le recommande absolument. Fire Force, la saison 3, partie 1. Alors malheureusement, j'ai pas mal décroché au point de me demander si je vais voir la partie 2. Je pense que je regarderai quand même la partie 2. Je suis pas trop fan du fait de lâcher une œuvre en plein milieu. Mais c'est vrai que cette saison 3 m'a pas vraiment capté. J'ai eu du mal à entrer dans l'intrigue, hein. Je suis même pas du tout entré dedans. Le fanservice s'est un peu calmé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est encore présent, mais ça va, ça reste minime. Là où le bas blesse, eh bien c'est un peu sur le reste. Il y a quand même une intrigue assez intéressante au niveau des piliers, au niveau du lore derrière ces soi-disant incendies spontanés. Mais ça arrive vraiment que vers la fin, limite le dernier épisode. On va voir comment la partie 2 va se décanter. Les personnages, j'ai du mal à m'y attacher. La brigade en soi est assez attachante, mais il n'y a aucun perso qui se démarque du lot pour moi. C'est relativement drôle, mais pas au point vraiment d'être un point fort. L'opening par contre, en termes de musicalité, est un gros banger. Je recommande absolument. Mais voilà, c'était quand même chiche. Il y a certaines scènes qui se laissent regarder, mais globalement, j'étais plutôt rompiche. Donc, à voir la partie 2, on croise les doigts et on touche du bois. Les Carnets de l'apothicaire, saison 2, partie 2. Comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est constant chez les Carnets de l'apothicaire. C'est un anime assez incroyable, assez impeccable en termes d'écriture. Alors oui, le rythme est lent, le rythme est très lent même. C'est pour ça que je ne vais pas le recommander à celles et ceux qui veulent plutôt voir des animes d'action, où ça se bastonne. Parce que là, c'est pas du tout le cas. On est sur un seinen, un anime de cours, un anime d'intrigue. Il faut vraiment s'attacher aux personnages et surtout s'attacher aux différents récits qui sont articulés autour des protagonistes principaux, que ce soit le protagoniste masculin ou le protagoniste féminin. Mao Mao est toujours aussi incroyable au passage. Les protagonistes secondaires sont eux aussi très importants, notamment une en particulier autour duquel cette partie 2 gravite. Et il y a énormément de choses qui se passent. Beaucoup d'éléments d'intrigue sont enfin débloqués. On a de bons cliffhangers, de bonnes conclusions. Et au final, ce fut une très bonne saison 2. Mais encore une fois, la saison 1 était très bonne. La saison 2 l'est tout autant. Et pour la saison 3, qui a d'ores et déjà été confirmée, ce sera bien sûr le cas. Je fais entièrement confiance au studio pour nous adapter les carnets de l'apothicaire avec maestria. Tout est réussi, hein, que ce soit l'animation, la direction artistique, la bande originale, le travail des seiyuu, hein, bien sûr. C'est du grand art et je reviens à chaque fois, mais l'alchimie entre Mao Mao et Jinshu est tout bonnement sublime. Qu'est-ce qu'il est bien cette année. Les horizons Pokémon, l'arc du méga voltage, c'est très sympa. Ça se laisse regarder comme d'habitude. On a nos trois protagonistes principaux, menés notamment par Liko, qui s'avère être la nouvelle génération des Rising Volticers. C'est la relève. Au travers des périls qu'ils ont traversés durant le premier arc, on voit vraiment qu'ils sont parés pour la suite, qu'ils sont totalement prêts pour affronter les dangers qui vont se présenter à eux. Ça fait plaisir à voir. C'est clairement préférable, à mon sens, aux parties différentes de Pokémon où c'était Sacha, Pikachu et beaucoup d'aventures fillers. Là, quasiment chaque épisode participe au fil rouge et je trouve que ça fait la différence en termes de récit, en termes d'écriture. Il me tarde de voir ce qui va se passer. Est-ce que les Rising Volticers vont enfin parvenir à corriger la réputation désastreuse que leur a fait une certaine engeance? Surtout, comment vont grandir Liko et ses amis? Il me tarde de voir ça. One Piece, l'Arcagad, le flashback de Kuma aura été vraiment impeccable, hein, de bout en bout, une très belle adaptation de la part du studio Toei. Alors oui, bon, le rythme, comme d'habitude, assez lent,
intéressant, mais ceci dit, ça m'a pas choqué plus que ça. On s'est beaucoup attaché au personnage de Bonnie, au personnage de Bartholomew Kuma, bien sûr, à ce courage, la bienveillance que Kuma a envers sa fille et tous ces sacrifices qu'il est prêt à faire pour assurer sa survie, pour assurer son bonheur. C'est très beau, c'est très touchant et bien sûr c'est tragique hein, parce que souvent les flashbacks dans One Piece c'est pas Jojo et celui-ci c'est peut-être l'un des plus tristes qu'il m'ait été donné de voir. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon boulot d'adaptation, que ce soit les seiyuu, que ce soit le storyboarding. On est vraiment dans du respect assez impressionnant du travail de Eiichiro Oda en la matière. Il me tarde de voir la suite. Encore une fois, cet arc Egghead, c'est l'un de mes arcs préférés dans la mesure où il est très bien rythmé, très condensé, contrairement à l'arc Wano qui est beaucoup trop long. Il me tarde vraiment de voir la conclusion de cet arc assez impeccable pour l'instant, que ce soit en manga ou en anime. Niveau cinéma, Ballerina, donc le spin-off de la saga John Wick, comment dire, c'était sympathique, mais on est sur du aussitôt vu, aussitôt oublié. Au niveau des chorégraphies, ça reste assez impressionnant. J'imagine que les équipes en charge des chorégraphies de John Wick ont travaillé quand même sur Ballerina. Elles sont globalement moins réussies que celles de John Wick, moins travaillées peut-être, mais ça reste visuellement très appréciable. C'est juste que on a un peu du mal à comprendre pourquoi faire des spin-offs autour de John Wick. Ok, j'entends bien que les chorégraphies en soi, c'est le point fort de John Wick, mais il y a aussi Keanu Reeves, mine de rien. Tenter de faire des spin-offs uniquement autour de chorégraphies bien amenées, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. L'histoire en soi est ok tiers, comme toutes les histoires de John Wick, hein, ceci dit, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui manque. Il aurait fallu peut-être des personnages un peu plus attachants. Globalement, le personnage principal, je n'y suis pas vraiment attaché plus que ça. J'ai pas eu beaucoup d'affect envers elle, mais une fois sorti de la salle, on passe à autre chose. Donc je suis pas sûr que ça soit si bien que ça. Dragon, l'adaptation live, eh bien ma foi, ce fut une très bonne adaptation. J'ai pas grand chose à dire, hein, que ce soit au niveau des dragons, du design de Toothless, c'est plutôt bien fait, ils ont respecté le design original. En termes d'histoire, ça suit peu ou prou l'histoire premier opus de Dragon. J'ai pas grand chose à redire, le casting est assez sympathique, hein, pas de grandes performances, pas de grandes fulgurances, mais c'est pas très grave, hein, c'est un film qui reste familial, un film notamment pour les enfants, et à ce titre, je pense que la mission est réussie. Disney devrait peut-être en prendre un peu de la graine dans la mesure où Dragon ne tente pas non plus de réinventer la roue et ne fait pas non plus un copier-coller bête et méchant. Il parvient à faire l'équilibre de manière suffisamment captivante pour que l'on soit dans l'histoire de bout en bout. Donc pour moi, c'est une réussite. C'est drôle, c'est beau, c'est parfois touchant et c'est tout ce que je demandais à cette adaptation-là. 28 ans plus tard, il était temps, hein, il était temps. Je l'avais vu du coup 28 jours plus tard que j'avais beaucoup aimé, hein, c'était très cracra en termes de pellicule, en termes de grain. 28 semaines plus tard, c'était clairement une déception, à part l'introduction qui avait été filmée par Danny Boyle, hein, si je dis pas de bêtises, où on sentait vraiment que c'était beaucoup plus brut, beaucoup plus fort, beaucoup plus cracra. Mis à part l'introduction, clairement, on se retrouvait dans une sorte de film de zombie apocalypse assez banal. Et là, dans 28 ans plus tard, on retrouve ce grain très sale, très épocose. C'est Danny Boyle qui est à nouveau derrière les commandes de ce troisième film. Et on retrouve tout de suite sa patte, sa manière de narrer également. Il y a une belle histoire, hein, qui est racontée derrière les zombies, derrière les attaques. Il y a un questionnement assez intéressant qui est fait sur ce qu'est la vie, mais également sur ce qu'est la mort, hein, et son inimitabilité, la nécessité d'accepter notre disparition, quand bien même elle intervient parfois beaucoup trop tôt, quand bien même parfois on ne veut tout simplement pas passer le pas. C'est très gore, c'est très violent, il y a vraiment une absence de censure qui est assez surprenante, souvent en termes notamment de nudité ou en termes de brutalité. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter une histoire dans sa globalité et surtout en toute transparence. C'est plutôt bien fait de ce côté-là. J'ai pas grand-chose à reprocher. Effectivement, au niveau de la deuxième partie, c'est un changement de rythme, c'est une autre dimension, mais ça m'a pas plus gêné que ça. On va dire que la première partie est très centrée action et la deuxième partie est plus spirituelle, mais encore une fois, ça m'a pas gêné parce que le cheminement pour moi est assez naturel. Je recommande pour celles et ceux qui ont beaucoup aimé 28 jours plus tard. À mon avis, 28 ans plus tard, vous devriez également apprécier parce que tout simplement c'est Danny Boyle derrière. En termes de musique, en termes de bande originale, on est sur du punk, hein, clairement du punk rock. Ça sied très bien à ce film. Je suis assez sceptique sur la suite qui pourrait arriver, mais à voir si Danny Boyle est encore aux commandes, pourquoi pas. Je lui fais confiance pour l'instant. Elio, le dernier Disney Pixar qui a malheureusement pas très bien marché, et pour cause, hein, c'est une histoire originale et surtout en termes de direction artistique, en termes de design, ça donne vraiment pas envie, ça fait vraiment très banal, ça fait très déjà vu. Moi, quand j'ai vu l'affiche, je me souviens
avoir dit bah non, hein, ça me donne pas spécialement envie, sachant que j'ai le pass MK2 UGC, donc ça fait quand même mal. Hein. Un concours de circonstances a fait que j'ai fini par y aller. Je pensais aller voir Jurassic World Rebirth mercredi, sauf qu'il est sorti vendredi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, je suis allé voir Elio. J'avais cru comprendre qu'il était plutôt bon, et effectivement, c'est un bon Pixar, une belle histoire, c'est assez poignant, c'est assez touchant, ça parle notamment de notre place dans la société, surtout quand on se sent à part, surtout quand on se sent différent, ou quand on a traversé parfois un drame qui fait qu'on a envie d'aller voir ailleurs, qu'on a envie de quitter cette planète, littéralement, hein, c'est le cas de Elio. J'ai trouvé ça très beau, le côté lien du cœur et lien du sang, la nécessité d'affronter la vérité tout en se permettant d'être à nouveau heureux aux côtés de camarades, de personnes qui ne faisaient pas partie de notre vie au quotidien, mais par la force des choses le font désormais. C'était bien narré, ça reste une belle histoire. Le chara-design, clairement, ils auraient pu faire différemment, parce qu'encore une fois, c'est très banal, c'est du Pixar classique, et il va falloir sur ce côté-là que Pixar se démène pour tenter d'apporter une sorte de différenciation, une sorte d'évolution au niveau du character design, parce que là, ça commence à plafonner un peu. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ce film n'a pas marché, malheureusement. Quoi qu'il en soit, très bon moment de divertissement, encore une fois très touchant, parfois les larmes aux yeux. C'est une belle histoire, il y a une belle morale. Je le recommande aux enfants et aux plus grands. Jurassic World Rebirth, j'ai aimé. Alors bien sûr, il y a quand même des gros défauts, notamment, bon, forcément, Jurassic Park, premier du nom, a coché toutes les cases, en termes de réalisation, en termes de bande originale, en termes d'écriture, en termes de mise en scène, en termes d'effets spéciaux, en termes de rythme. C'est tout simplement mon film préféré tout court. Et forcément, ben, les suites sont en comparaison médiocres, voire très médiocre, voire catastrophique. Alors comment se situe ce Jurassic World Rebirth? Eh bien ma foi, pas si mal. Pour moi, mon top, Jurassic Park en tout premier, et de loin. Ensuite, tout en bas, hein. Clairement, il y a un tierce Jurassic Park qui peut-être n'est jamais voué à bouger. Ensuite, vraiment très loin, eh bien ça devient un peu plus compliqué. J'ai pas mal apprécié Jurassic World. Et en troisième position, je sais pas trop qui mettre pour l'instant entre Jurassic Park 2 et Rebirth. Comme quoi, hein. Comme quoi. Je m'attendais vraiment au pire et finalement, globalement, c'était assez sympatoche, même s'il y a des défauts, on va y revenir. Jurassic World Rebirth, ses gros points forts, c'est les mises en situation. Il y a beaucoup de scènes avec nos chers dinosaures qui sont plutôt bien réalisées, assez trépidantes. On prend plaisir vraiment à regarder le décantement des affrontements, si on peut dire les choses ainsi, entre dinosaures et humains. Pour celles et ceux qui craignaient un revirement mutant, parce que c'est un peu le focus de Rebirth, plus ou moins, qu'il ou elle se rassure. Il y a pas mal de dinosaures en bonne et due forme, hein, qu'on connaît déjà, qui s'accaparent la part belle du film. Alors les effets spéciaux, il y en a parfois qui sont vraiment ratés, pas très sophistiqués, hein, l'intégration est à côté de la plaque, mais sur les scènes importantes, ça va. Il y a un problème de contraste ou de palette des couleurs, c'est assez curieux. Ça fait que les effets spéciaux se voient quand même beaucoup, mais c'est un peu du chipotage, et en ce qui me concerne, c'est parce que quand je regarde un film avec dinosaures, j'ai vraiment envie de croire à ces dinosaures. Je ne veux pas voir les effets spéciaux, je veux voir les dinosaures avant tout. Sachant que ce Rebirth n'accorde pas énormément de place à l'animatronique, il fallait vraiment que les effets spéciaux soient à la hauteur. C'est plus ou moins le cas, mais on voit quand même que c'est des effets spéciaux. Je chipote, mais on est encore très loin du photoréalisme avec nos chers dinos. Une autre qualité, entre gros guillemets, hein, c'est l'écriture. En soi, il n'y a pas vraiment de dialogue plus ou moins gênant, comme ça a pu être le cas dans Jurassic World 2 et Jurassic World 3, mais aussi Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3. Il n'y a pas vraiment de scène plus ou moins abracadabrantesque. Ça reste relativement acceptable d'un point de vue blockbuster dinosaure. Et globalement, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Le gros défaut, entre guillemets, bah, c'est la partie mutant, dinosaure mutant. Et là encore, même si le chara-design d'un dinosaure en particulier est vraiment hideux, mais quand je dis hideux, c'est hideux, dégueulasse. Bizarrement, il est dégueulasse, certes, mais il reste effrayant, voire terrifiant. Du coup, j'ai eu un sentiment très ambivalent face à ce fameux dinosaure. Mais au global, ce n'est pas vraiment le principal, ce n'est pas la partie forte de Rebirth. Et tant mieux, hein, c'est pas si mal. Les personnages sont relativement attachants, on passe pas mal de temps à explorer leurs démons, leurs traumatismes, et la famille qui est mise en emphase est plutôt attachante, sauf un personnage en particulier, même s'il se rattrape un peu au fur et à mesure du
film. On retrouve pas mal d'ingrédients qui font le succès de Jurassic Park et on retrouve relativement peu de défauts qui font que on se met à souffler tout le long du film. Et in fine, plus le temps passe et plus je me dis que ce Jurassic World était vraiment très sympa. Je serais même à 2 doigts de le revoir, c'est vous dire. Si vous aimez Jurassic Park ou si simplement vous aimez les dinosaures, comme beaucoup d'entre nous, allez voir Jurassic World Rebirth. Je pense que vous passerez un bon moment. D'autant plus que tous les dinosaures que l'on est amené à voir sont dans la nature, hein, sont dans leur environnement. Ça fait plaisir à voir. Je suis pas trop fan du côté urbain, du côté dinosaures dans les villes, etc. Ça fonctionne pas très bien. Là, pour le coup, c'était parfait. Au niveau des séries, la saison 6 de The Handmaid's Tale, alors c'est la saison finale et in fine, ça aurait été une très bonne série. Alors très triste, hein, bien sûr, très tragique. Elle nous amène à nous interroger sérieusement sur les dérives de nos sociétés, hein, eu égard aux droits des minorités, notamment aux droits de la femme, quand les démocraties peinent à assurer l'équilibre, peinent à faire punir celles et ceux qui la corrompent. Très actuel du coup, hein, l'actualité d'aujourd'hui prouve qu'il y a vraiment matière à nous alerter sur ce qui pourrait arriver dans nos sociétés à nous, hein, nos sociétés occidentales notamment. La toute fin a été plus ou moins critiquée, mais de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir une suite. Il y a de nouveaux romans, une nouvelle saga qui s'appelle The Testaments, les Testaments, et du coup, j'ai cru comprendre qu'il allait également avoir une adaptation live de cette série. Et l'épisode 10, du coup, pose les bases, j'imagine. Grosso modo, très belle photographie, la lumière, les ombres, la mise en scène. Alors parfois, ça en fait trop, notamment sur les ralentis, etc. Mais globalement, ça reste quand même un très beau spectacle d'un point de vue storyboarding. Le casting toujours aussi impressionnant. Elisabeth Moss en tête, bien sûr. Et si vous êtes arrivé à la saison 6, j'imagine qu'il n'est plus d'usage de vous prévenir, de vous avertir sur la noirceur de cette série, hein, qui accumule, et là pour le coup c'est quand même un bon défaut, qui accumule les difficultés scénaristiques. Parfois on va reprocher à des œuvres de faire beaucoup trop de facilité scénaristique. Là c'est le contraire souvent, c'est des difficultés scénaristiques. Parfois on rajoute de gros dangers ou des échecs, alors que a priori non, c'est quand même un peu abusé de ruiner à nouveau les efforts cumulés de tel ou tel personnage pour, je ne sais pas, pour prolonger la série peut-être, j'imagine. Il aurait fallu que ça se termine vraiment en 5 saisons maximum. La saison 6 est un peu de trop en ce sens-là, mais bon, ça se laisse voir. Encore une fois, belle écriture, de beaux dialogues, de beaux discours. Autrement, c'est vrai que c'est très dur à voir. Il faut prendre quelques reculs sur ce qui se déroule sous nos yeux, mais pas trop non plus, pour être vigilant sur les dangers qui pénètrent nos sociétés, nos gouvernements depuis maintenant pas mal d'années. Sévrance, la saison 2, c'était très sympa. Alors, plus de longueur que la saison 1. La saison 1, je m'en souviens que j'étais vraiment à fond de bout en bout. La saison 2, il y avait quelques épisodes où j'étais un peu en dehors, j'avais un peu décroché. Globalement, ça reste très réussi, c'est très bien filmé, hein. La mise en scène est vraiment assez virtuose pour le coup. Il y a des passages qui sont mis en scène de manière assez incroyable, très impactant. On avance dans l'intrigue. Parfois des questions qu'on se posait eu égard à la saison 1 sont ici répondues dans la saison 2. Cela étant dit, on va avoir une saison 3 et je pense que ça aurait peut-être pu se terminer en 2 saisons. Je me demande comment ça va se passer la saison 3. Est-ce que ce sera peut-être la saison 3? J'espère pas. Quoi qu'il en soit, je serai du rendez-vous parce qu'en termes de concept, en termes de questionnement sur notre identité, sur ce que l'on est prêt à faire pour avoir le droit à une deuxième chance ou pour pouvoir oublier un traumatisme, quelque chose qui nous détruit au quotidien, les sacrifices qu'on sera prêt à faire sur nous-mêmes, quitte à mettre en péril notre intégrité morale. C'est une série qui est vraiment bien rodée, hein, mis à part effectivement ces quelques longueurs qui auraient peut-être pu être évitées, que ce soit le casting, pitch original, l'écriture, la musique, c'est très bien ficelé, c'est très bien tissé, et il me tarde quand même de voir la saison 3, sachant que l'on a le droit à de bons passages, parfois cultes, hein, parfois des passages musicaux notamment. Certains épisodes sortent du lot, par exemple, le fameux flashback sur un personnage en particulier est très beau. Il était assez primordial de ne pas se foirer sur cet aspect-là, et ils sont parvenus à retomber sur leurs pattes de manière assez impressionnante, même si toutes les interrogations ne sont pas encore répondues. On a vraiment envie de voir le bout. Squid Game saison 3, eh bien ma foi, j'ai bien aimé, comme la saison 2, comme la saison 1. Alors on pourra dire que la saison 1 se suffisait à lui-même, mais je suis pas tant sûr que ça, même si une saison 2 n'était pas prévue à l'époque. La fin de la saison 1, c'était quand même une fin très ouverte. Elle l'amenait naturellement une saison 2. Donc en soi, cette saison 2, cette saison 3 ne m'ont pas choqué tant que ça. Et surtout, que ce soit en termes de rythme, en termes
termes de scènes clés, en termes de performance au niveau du casting, en termes de cliffhanger, en termes de dramaturgie. C'était globalement très réussi. Alors bien sûr, il y a quelques soucis, mais ça va, ça n'empiète pas sur le sentiment global. Certains effets spéciaux, si vous voyez ce que je veux dire, totalement à côté de la plaque. J'imagine qu'ils pouvaient pas faire mieux, mais tout de même, ça se voit vraiment que c'est des effets spéciaux, hein. Autrement, il faut vraiment qu'ils arrêtent d'embaucher des gens qui parlent anglais mais qui savent pas jouer. C'était pareil pour la saison 1 et là c'est pareil pour cette saison 3. Ils embauchent des actrices et des acteurs qui ne savent pas jouer. Est-ce qu'ils ont fait du théâtre? J'ai pas l'impression. Et du coup, ça parle anglais, mais ça parle anglais de manière tellement grotesque, tellement absurde que ça en devient très cringe. Moi, ça m'a vraiment sorti de l'intrigue à chaque fois que ces personnes-là ouvraient la bouche. C'est dommage. Heureusement qu'on passe pas toute la journée sur ces gens-là. Mais tout de même, vraiment, faites un effort. Surtout qu'on voit à la fin, en termes de casting US, en termes de casting anglais, vous pouvez avoir de très bonnes actrices, de très bons acteurs. Donc, c'est bon, vous auriez pu sortir le chèque, quoi. Au global, j'ai trouvé cette série très réussie de A à Z. C'est triste, hein, bien sûr, hein, le concept en soi est assez tragique. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas vraiment de happy ending. Il n'y a pas grand-chose qui est résolu. Il y a certains personnages qui tentent ou qui réalisent l'absurdité, le nihilisme absolu dans lequel ils se retrouvent plongés. Mais globalement, le système en soi est tellement ancré dans les fondations même des vices de l'être humain que, au final, rien ne va vraiment changer. Ça reste tragique, ça reste bouleversant, quand bien même au niveau de certaines individualités, au niveau de certaines vies, au niveau de certaines destinées, on peut espérer que tout se passe bien, tout aille mieux à l'avenir. Très bon drama, c'est ce que j'aime. Au niveau des mangas, le tome 42 de My Hero Academia, eh bien, alors My Hero Academia, malheureusement, ça n'aurait pas été un shonen suffisamment marquant pour être à la hauteur d'un Naruto, d'un One Piece, d'un Dragon Ball ou d'un Hunter x Hunter. Peut-être Bleach, et encore, je suis pas sûr. En fait, le problème de My Hero Academia, c'est que ça s'est engoncé dans un certain classicisme et une certaine prévisibilité qui fait que, au bout d'un moment, tout était attendu, tout était prévisible. C'est dommage parce que la dramaturgie au niveau des méchants est très bien amenée, elle est assumée, et la dramaturgie aux côtés des gentils, alors soit elle est totalement ratée, il suffit pas de tuer des gentils pour que ça soit impactant, il faut qu'il y ait une mise en scène, il faut qu'il y ait un focus derrière, hein. Là c'était pas le cas, les rares fois où c'est arrivé, et on reste sur du shonen relativement classique. L'arc final aura quand même été assez long, avec de très bonnes parties, hein. C'est un arc final en soi qui est plutôt bon, mais globalement on sent, en tout cas je sens que il manque quelque chose, et il manquera toujours quelque chose à My Hero Academia pour prétendre s'asseoir à la table du Big Four, hein, parce qu'on dit Big Three, One Piece, Naruto, Bleach, mais bon, on va quand même pas oublier Hunter x Hunter, hein. Cela étant dit, le chapitre final de My Hero Academia, le chapitre qui a été ajouté, hein, parce qu'il n'était pas dans les scans, est très bon, très important, notamment au niveau des sentiments de Izuku Midoriya et Oshako Urahara. J'ai eu vraiment la larme à l'œil, et ça m'a fait quand même dire que My Hero Academia, malgré tous ses défauts, restera une œuvre dont on se souviendra, surtout par rapport aux personnes qui sont plus jeunes que moi. My Hero Academia, par exemple, si ça a été le premier manga de certaines personnes, j'imagine qu'il aura toujours une place prépondérante dans leur cœur. Et ce qui est très important, c'est que Koei Horikoshi n'a pas bâclé son manga. C'est déjà arrivé sur pas mal de shonen. Là, pour le coup, il est allé jusqu'au bout. Il a dit ce qu'il avait à dire, avec parfois de la maladresse, mais globalement, il a fait de son mieux, et ça se voit, hein. Même au niveau des planches, hein, les planches sont souvent sublimes. Le dessin de My Hero Academia est quand même assez incroyable. Même au niveau des couleurs, hein, les couvertures couleurs, c'est très beau. La conclusion en soi, elle est acceptable. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, notamment au niveau du duel final. Ce focus assez bizarre sur les psychés, sur le All for One, le One for All, les détenteurs du One for All, les dimensions psychiques. C'est assez bizarre, c'est assez mal amené à mon sens. Mais bon, pas grave, c'est fait. Globalement, je reste satisfait de My Hero Academia, mais c'est juste que ça aurait pu être un très grand shonen, et on se contentera d'un grand shonen, ce qui est en soi déjà pas si mal. Merci Koei Horikoshi. Hajime no Ippo, le tome 139, très bon. On commence à aborder la préparation du match de Mashiba, qui va devoir affronter le champion du monde de sa catégorie de poids, un certain Marcus Rosario. Et c'est un tome de transition qui, comme tous les tomes de transition dans Hajime no Ippo, est très important. On a pas mal de focus substantiel sur
sur Mashiba bien sûr, mais aussi sur Hippo. Sa relation avec Kuni, on a aussi un petit focus sur Sendo qui se demande comment il va pouvoir affronter un certain Ricardo Martinez. L'une des grandes forces de George Morikawa est de faire monter la tension, de faire monter l'intensité d'un match en s'attachant à du slice of life, pas du tout inutile. Au contraire, on a toujours du foreshadowing qui est placé ci et là. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il parvient à retomber sur ses pattes à chaque fois alors qu'on est quand même au tome 139. Du côté de Miyata, on a également un peu de nouveau. Il fait du surplace en attendant Hippo notamment, mais on se demande si à un moment donné il va avoir le déclic, de même que Hippo. Est-ce qu'il va avoir son déclic? Bien sûr que oui, il l'aura, mais quand? Là est toute la question, surtout pour l'heure, est-ce que Mashiba va réussir à être champion du monde? Est-ce que Sendo va réussir à être champion du monde? C'est là toute la question. La génération de Hippo est en train d'avancer, et même si Nakonichi est actuellement en dehors du ring, mine de rien, il reste en partie dans le ring parce qu'il ne cesse de se préparer, il est toujours conditionné physiquement parlant, il observe, il observe, il observe. Quand il reviendra, autant vous dire que ça sera incroyable et ça sera un des meilleurs retours, tout manga confondu. Pour l'instant, on est derrière toi Mashiba. Hâte de voir son origine story qui a l'air assez tragique, mais importante. Au niveau des scans, le match entre Ricardo Martinez et Sendo Takeshi a commencé. Autant vous dire que c'est tout simplement formidable. Les planches sont sublimes. La tension juste avant le premier round est palpable. Vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une pression, une atmosphère aussi lourde. On sent vraiment que les enjeux sont très très lourds. Et pour ma part, en tant que fan du Tigre de Naniwa, je suis bien sûr derrière Sendo. J'entends bien qu'il a quasiment aucune chance de défaire le champion parmi les champions, l'empereur parmi les empereurs, mais tout de même, il est dangereux. Ricardo Martinez le sait pertinemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a changé ses patterns, eu égard à Sendo. Il me tarde de voir ce qui va se passer, d'autant plus que les enjeux personnels du côté de Sendo sont quand même très importants. J'ai envie de croire au miracle. George Morikawa nous a montré à maintes reprises qu'il est quand même assez imprévisible, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec Mashiba. Du coup, Sendo, je suis de tout cœur derrière toi. Tu vas y arriver. Gambale. Boruto To Blue Vortex, le tome 3, qui est centré notamment sur le personnage de Imawari. Et ma foi, c'était très bon. Le meilleur tome pour l'instant. Imawari qui s'éveille à un nouveau pouvoir, notamment en rencontrant un personnage qui est très connu des lectrices et lecteurs de Naruto, notamment. En termes de storyboarding, on voit que Miku Kimoto a fait quand même pas mal de progrès. Au niveau du dessin également, ça fait plaisir à voir. Le méchant principal, Jura, est de plus en plus intéressant. Il est très curieux sur la nature humaine, sur ses faiblesses, mais aussi ses points forts, sur la place de l'amour, notamment, eu égard à leur prise de décision. Et il me tarde de voir comment va se décanter la suite. Pour l'instant, en fait, To Blue Vortex, ça se dévore du début à la fin. Et ma foi, c'est une réussite très impressionnante. Surtout quand on voit à quel point Boruto avait été critiqué au départ, de voir que maintenant il y a beaucoup plus d'éloges sur ce manga, ça réchauffe le cœur. Et Miku Kimoto, mais aussi bien sûr Masashi Kishimoto, n'y sont pas pour rien, en espérant que ça se prolonge. Au niveau des scans, assez prévisible par la victoire de Jura, qui est un monstre, clairement. Mais Boruto n'a pas démérité, il est clairement plusieurs crans au-dessus de ses pairs en termes d'intelligence tactique, en termes de rapidité, en termes de puissance. Mais Jura, c'est tout simplement une menace absolue qui évolue vraiment à vitesse grand V, et je me demande vraiment comment nos héroïnes et héros vont parvenir à le défaire. Pour l'instant, on en est encore très loin, à voir comment Kawaki notamment peut se débrouiller maintenant qu'il a débloqué à nouveau son pouvoir. Kawaki il fait que upgrade en fait, des mises à jour en fait, il s'entraîne jamais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours aussi prudent. Hunter x Hunter, le tome 38, que dire, encore une réussite. Il me semble qu'il va un peu mieux, donc on peut espérer peut-être avoir le tome 39, peut-être d'ici 1 an et demi, on verra bien. Là pour le coup il a fallu attendre 2 ans et demi quand même entre le tome 37 et le tome 38. Pour ce tome en question, on est pas mal centré sur le personnage de Inrigi, le jeune chef du clan Shu'u, au niveau des différents clans mafieux du royaume de Kakin. C'est un personnage qui est très intéressant, très fort aussi, mais surtout assez courageux, doté d'une certaine éthique, au point de plaire à plusieurs membres de la brigade fantôme. C'est assez exceptionnel pour être noté. On retrouve Hisoka qui a une aura toujours aussi lugubre, toujours aussi macabre, et surtout on a un flashback de la brigade fantôme quand la plupart habitaient encore au quartier de la Comète, et c'est un flashback vraiment fou, d'autant plus qu'il arrive vraiment
au milieu de nulle part. Personne ne s'attendait à avoir un flashback dans cet arc de la guerre du royaume de Kakin. Pourtant, il était nécessaire parce que la brigade fantôme, mine de rien, c'est un élément essentiel de l'arc. On apprend notamment comment Kororo a fini par vriller, il a fini par devenir celui qu'il est actuellement. C'est tragique parce que ces enfants-là n'avaient rien. Ces enfants-là étaient tout simplement démunis face à la cruauté, face à la barbarie des êtres humains, prêts à torturer et prêts à tuer pour leur plaisir obscur. Il a fallu que Kororo soit exposé à ce mal au premier rang pour qu'il change de bout en bout, qu'il absorbe totalement ces ténèbres, qu'il se mette à changer, certes, l'avenir du quartier de la Comète, qui était un quartier autrefois très pauvre, très désœuvré. De ce côté-là, c'est réussi. Il a fait en sorte que le quartier soit redouté, notamment en tissant des liens avec la mafia, au prix malheureusement d'une grande partie de son humanité, même si rien n'est simple. Kororo n'est pas totalement un monstre. On voit bien qu'il est attaché notamment à sa famille, à la brigade fantôme, et qu'il est prêt à tout, notamment à perdre sa vie, à sacrifier sa vie. L'un des meilleurs flashbacks de Hunter x Hunter, même s'il est un peu trop court, je me demande si on aura une deuxième partie. Quelle écriture, quelle cohérence et quelle mise en scène. Togashi reste toujours autant un maître en matière de storyboarding et en matière d'articulation, d'agencement de ses planches. C'est tout simplement du génie. Et j'arrête pas de le dire, mais objectivement, je trouve que Hunter x Hunter est clairement le shonen qui est le plus rodé, le plus structuré, le plus réussi en matière de cohérence scénaristique. C'est tout simplement fou. Je ne cesse d'être époustouflé par la capacité de Togashi à imbriquer énormément de détails dans son histoire et faire en sorte que tout ait un sens et que tous les personnages, même les personnages secondaires tertiaires, aient un impact, aient une psyché, aient une personnalité à part entière dans une intrigue qui pourtant les dépasse. Incroyable. One Punch Man, les scans, alors très bonne nouvelle, les scans de l'arc Neo Heroes ont été repris tout simplement. On pensait qu'ils allaient être supprimés via le redraw, via la réécriture, mais en fait finalement ils ont été canonisés à nouveau, donc c'est une très bonne nouvelle. Au final, on n'a pas tant perdu de temps que ça. On se retrouve enfin avec un chapitre inédit, notamment un Saitama qui s'apprête à rencontrer le sensei, l'autre sensei de Genos. Il me tarde de voir leur rencontre. Nous aussi, un focus sur Sweet Mask, Amai Mask, qui pourrait être intéressant dans la mesure où le héros numéro 1 de la classe A semble enfin avoir découvert le véritable potentiel de Saitama et le fait qu'il soit vraisemblablement indestructible, voire invincible. Il me tarde de lire tout ça. One Piece, les scans, alors très bon scan, on est sur Elbaf bien sûr, et on est sur un flashback très important autour du roi Harald de Elbaf, mais aussi et surtout peut-être le prince maudit Loki, qui est très bien écrit et qui pourrait être l'un des personnages les plus réussis, les plus marquants de tout l'équipage Mugiwara, parce que oui, ça n'a pas été officialisé, loin de là, mais je suis quasiment certain qu'il va rejoindre l'équipage. Je l'espère en tout cas. Je sens qu'il y a énormément de potentiel eu égard à Loki, que ce soit en termes d'alchimie avec l'équipage, en termes de puissance bien sûr, mais aussi en termes d'impact scénaristique autour du lore et autour de la guerre à venir contre le gouvernement mondial. Très bel arc pour l'instant, et je sens qu'on va vraiment avoir des dingueries absolues sur la conclusion de Elbaf. Au niveau des jeux vidéo, Final Fantasy VIII, j'ai beaucoup aimé. Alors le système de combat assez complexe au départ, j'étais très perdu. Le problème de ce système de combat, c'est que il est pas mal orienté vers le vol de magie et le vol également d'invocation. Et le truc, c'est que si sur certains combats, sur certains boss, vous ne pensez pas à voler une invocation clé, eh bien vous pouvez passer à côté tout simplement pendant pas mal de temps. Moi j'ai quasiment parfois fait la quasi-totalité du jeu sans deux invocations parce que je les avais loupées comme un bonnet. Du coup je comprends pourquoi ce Final Fantasy VIII a parfois été critiqué. C'est vrai que le système de combat met du temps à être intégré, mais une fois qu'il est intégré, il reste quand même très prenant, très sympa à mettre en œuvre. Le système de combat de Final Fantasy VII est quand même plus abordable, avec les matérias, notamment la combinaison de matérias. Mais ici, disons que une fois qu'on a compris toutes les subtilités, eh bien les combats sont très prenants, très durs aussi, de même que l'exploration. Alors là, c'est un problème d'ancienneté, mais c'est vrai que certaines pièces, là où Final Fantasy VII, on pouvait appuyer sur Select et voir des petites flèches pour voir où s'orienter. Final Fantasy VIII, malheureusement, il n'y a pas ça, et il y a vraiment des moments où je voyais tout simplement pas l'endroit où il fallait aller, parce que c'est très brouillon, très
cracra, je sais pas comment dire. En termes d'histoire, c'est plutôt très beau. Je crois l'avoir préféré à Final Fantasy VII. C'est compliqué de comparer les deux, mais en termes d'affect, que ce soit Squall Leonard, sa relation avec Linois notamment, j'ai trouvé que c'était le point fort du jeu. C'est très très beau, très touchant. Et Laguna, bien sûr, hein. Laguna, c'est un personnage clé, très poignant lui aussi. Une certaine dramaturgie derrière ces personnages qui est parfois très terrible, parfois très ténue. C'est difficile à dire, mais je trouvais que j'avais été plus lié au personnage que dans Final Fantasy VII. En termes de bande originale, Nobuo Uematsu fait toujours aussi merveille. Hors Squall, Linoa, ma foi, Quistis, le reste pas tellement, je l'admets. J'ai énormément apprécié le personnage de Edea, que ce soit en termes de chara-design ou en termes de développement, tout simplement. Très touchante, très courageuse. J'aurais aimé qu'elle fasse davantage partie de l'équipage. Au niveau des quêtes annexes, ma foi, j'ai quasiment tout fait. Hein. J'ai réussi à avoir toutes les invocations. Certains combats étaient tellement durs, mais dans le bon sens du terme, hein, très très content une fois qu'on les a terminés, et surtout très très content une fois qu'on est parvenu à optimiser les mécaniques et faire en sorte d'avoir des items, d'avoir des combinaisons, d'avoir des alchimies qui sont tellement OP que même le plus redoutable des boss ne peut plus faire grand chose face à nous. Bien sûr, on ne peut pas parler de Final Fantasy VIII sans évoquer le triple triade, hein, ce fameux jeu de cartes qui m'a rendu fou pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je commence à comprendre les règles. Il m'a fallu une bonne poignée d'heures tout de même, et ensuite c'était vraiment un très bon passe-temps, très sympa, très lucratif également, parce qu'on a des cartes parfois très très importantes. Sans une carte en particulier, il y a un boss annexe, je pense que je l'aurais jamais vaincu, hein, tout simplement. In fine, très très bon jeu, mon Final Fantasy préféré hein, pour l'instant, sachant que j'ai fait Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, donc j'en ai fait que deux, hein, c'est pas beaucoup, certes. C'est vrai que ces jeux-là ont la capacité de me plonger à 100% dedans, au point de passer des heures et surtout de ne pas voir le temps passer, ce qui est un très très bon indice eu égard à la qualité d'un jeu. Et là, Final Fantasy VIII, pour le coup, j'ai passé peut-être un peu trop d'heures là-dessus. Je commence à comprendre petit à petit pourquoi les Final Fantasy sont aussi appréciés. Est-ce que je vais les préférer à The Legend of Zelda? Absolument pas. Mario Kart World, le premier jeu Switch 2 du coup, que j'ai acheté avec la console. Bien sûr, je suis un Nintendo sexuel, il fallait que je prenne la console le jour J, c'était acté. Ça a l'air d'être un bon Mario Kart, hein. J'ai pas du tout joué à Mario Kart 8, je l'ai jamais acheté pour le coup, donc j'ai pas joué à Mario Kart depuis le Mario Kart Wii, hein, ça fait un petit moment. Et ma foi, ça a l'air assez sympathique au niveau des mécaniques de gameplay, très beau également. L'open world est assez impressionnant, mais je sais pas encore si ça va faire office de gimmick ou pas. J'y ai passé pour l'instant pas assez d'heures. Le multijoueur a l'air plutôt cool. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de critiques sur le fait que certaines courses ne soient pas en bonne et due forme, axées sur 3 tours et basta, mais plutôt un long trajet en fait qui va relier le circuit précédent au nouveau circuit. Ça fait partie des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux aspects de Mario Kart World que certains n'apprécient pas. Je peux comprendre pourquoi, hein. La jonction entre le précédent circuit et le nouveau circuit est assez monotone, hein. C'est souvent assez large au niveau des tracés, et du coup je peux comprendre que certains aient besoin qu'il y ait un peu plus de virages, un peu plus de challenge posé. Pour autant, je passe un très très bon moment. J'ai pas fait énormément de multijoueurs, mais ça m'a l'air très rodé. Surtout, on sent vraiment bien que c'est un Mario Kart sur lequel on va revenir encore et encore et encore et encore et encore. J'ai vraiment hâte de voir si mes skills accumulés sur Mario Kart Tour sur mobile vont m'aider à enchaîner les top 1. Je suis assez confiant pour l'instant. Speed Fiction, la suite spirituelle de It Takes Two, donc c'est un jeu en coopératif hein, que j'ai fait avec l'incroyable Gali, l'inéluctable Gali, l'inarrable Gali, l'ineffable Gali, la formidable Gali. Alors certains diront qu'elle a carry du début à la fin, mais c'est tout simplement faux. Hein. J'ai carry, on va dire 65% et elle a 35%. Très très bon jeu code, c'est super rythmé du début à la fin, il y a toujours un truc à faire. En termes de mise en scène, c'est assez fou, ça fait vraiment parc d'attractions, c'est très spectaculaire et vraiment on en prend plein la vue. Du début à la fin, il y a de très très bons passages, des passages très drôles, des passages très marquants. Au niveau de l'histoire, c'est assez touchant également par rapport aux deux personnages qui apprennent à se connaître, hein, qui ont chacune leur démon à combattre. J'ai préféré Speed Fiction avec It Takes Two. J'ai vraiment trouvé que la deuxième partie était moins réussie que la première, moins rythmée ou moins cadencée. Là vraiment, c'est tout bon du début à la fin. Et encore une fois, quel spectacle, hein. C'est assez impressionnant. Et du côté coopératif, il y a énormément d'idées qui sont impliquées, de très bonnes idées. On prend plaisir à s'entraîner
s'entraider et parfois à se détester au fil de l'aventure. Je recommande fortement, pour peu que vous soyez deux, pour peu que vous ayez un ami ou que vous ayez une copine, un copain, surtout soyez patient, hein. Il faut être très patient pour ce jeu, tant les incidents sont légion. Je ne parle pas de mon cas bien sûr, mais voilà, hein, vous êtes prévenus. Au final, il y a peu de jeux coop, mais Split Fiction fait clairement partie de la crème de la crème. Vous pouvez foncer sans problème. Et c'est la fin de ce numéro de pêle-mêle. Au final, on a passé quand même pas mal de temps, je trouve. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'œuvres à visiter. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.